Vous êtes bel et bien sur Tchad 24. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre 20h30. À la une de l'actualité, le chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Alina, a présidé une réunion du Comité national de gestion et de prévention des inondations rassemblant les institutions impliquées pour renforcer la stabilité et la résilience face aux risques d'inondation. Et puis, les anciens conseillers nationaux de transition revendiquent des droits sociaux et de véhicules tout-terrain à titre personnel. Vous entendrez le coordonnateur Guetol Baye Évariste dans cette édition. Voilà pour les titres et bienvenue. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Alina, a présidé ce matin une réunion du Comité national de gestion et de prévention des inondations. Elle a regroupé les ministres en charge des départements sectoriels, le maire de la ville de N'Djamena et les partenaires. Reportage. Cette réunion, qui intervient quelques jours après les grosses pluies enregistrées à N'Djamena, vise à renforcer la coordination des différentes parties prenantes impliquées dans la gestion et la prévention des risques d'inondation. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Alina, il faut mener des actions fortes et concertées. Le président de la République a été très clair. Il attend de nous des résultats visibles, concret, et il attend de nous un déploiement des moyens sur le terrain et une anticipation plus rigoureuse. Nous devons donc redéployer nos efforts avec plus de méthodes et une volonté et un engagement encore plus raffermi. Cette rencontre a permis de tracer des directives fermes et claires. Nous avons discuté des sujets à moyen et long terme, mais nous avons surtout, le Premier ministre a appesanti sur les moyens d'action et de préparation, parce que le gros de pluie est encore à venir. Comment est-ce que nous pouvons être prêts dès maintenant en termes de reprofilage des rues dans les différents arrondissements, charger un peu les rues, en termes de préparation des exécutoires, mais aussi de vérification des différentes pompes et d'accélération et d'amplification des curages. Donc, grosso modo, c'est de se tenir prêt. Il y aura plus de présence, plus d'action, plus d'activité, et je pense que nous allons pouvoir relever le défi. Dans un ton ferme, le chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Alina, a instruit le Comité national de prévention et de gestion des inondations d'agir promptement et de concert avec tous les partenaires afin de minimiser les risques liés à la pluviométrie. 2 semaines francs ont été accordées au comité à cette fin. Je vous l'avais dit, les anciens conseillers nationaux de transition ont attiré l'attention des autorités ce jeudi après la tenue d'une assemblée générale sur leur demande d'obtenir des droits sociaux et des véhicules tout-terrain, ont-ils précisé à titre personnel, demandant aussi l'implication directe du président de la République, le coordonnateur Guetol Baye, au micro de Tchad 24. Il vous souviendra qu'en date du 1er mai 2025, ici dans cette même maison, nous avons tenu notre première assemblée générale qui a regroupé en son sein les ex-conseillers nationaux et les personnels d'appui pour permettre de relayer les revendications des ex-conseillers nationaux, qu'il s'agit des droits de départ des conseillers nationaux et les véhicules 4x4 roulant berline qui revient aux conseillers nationaux à la fin de leur mandat. La présente point de presse a pour but d'informer à l'opinion nationale et internationale sur la tragédie que traversent actuellement les ex-conseillers nationaux de transition. Juste après 4 mois de fin de mandat, ayant permis allègrement le retour à l'ordre constitutionnel de notre pays, j'affirme solennellement qu'à ce jour, le gouvernement et l'Assemblée nationale qui sont concernés en premier plan par ce dossier restent sourds-muets à nos revendications, pourtant légitimes. Ni les droits sociaux, ni le véhicule ne sont remis aux ex-conseillers nationaux.
nous saisissons cette occasion pour lancer un appel vibrant à l'endroit des plus hautes autorités de la République, en l'occurrence le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, garant des différentes institutions, de s'investir personnellement le plus tôt possible pour trouver une solution définitive à ce problème qui a trop duré et qui n'honore pas notre pays et qui continue à causer des torts aux ex-conseillers nationaux de la République et leurs familles respectives. Rappelons que nous avons trop patienté et dans les jours à venir, si rien n'est fait, les conseillers nationaux prendront leurs responsabilités. En ce 5 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le thème choisi est la lutte contre la pollution plastique. À N'Djamena, cette problématique est concrète avec la prolifération des emballages non biodégradables qui ont des impacts désastreux sur l'environnement. Des solutions, notamment le recyclage et l'utilisation d'emballages biodégradables, sont évoquées pour remédier à cette situation. Mohamed Brahim. Selon les chiffres du ministère de l'Environnement, environ 20 tonnes de déchets plastiques sont générés actuellement en N'Djamena, parmi lesquels les bouteilles en plastique. Elles salissent l'environnement, obscurent les caniveaux, en bouchant les caniveaux, en encombrant notre environnement. Elles provoquent les inondations, multiplient les moustiques et on aspire de l'air pollué. Interrogé sur l'abondance des bouteilles dans la ville, plupart des citoyens soulignent l'incivisme de la population et la mauvaise politique de gestion des déchets de la part des services municipaux. L'environnement, c'est d'abord un milieu où tout le monde vit d'abord, que ça soit d'abord sain. Et en tant que citoyen tchadien, on a beaucoup de mentalités ici qui sont tellement négatives, où il y a des gens les actes civiques, pour qu'aujourd'hui l'environnement soit sain, ça devient un peu trop compliqué. Genre aujourd'hui, on voit des gens boire des bouteilles d'eau, acheter des petits baignants dans les petits plastiques, ils mangent des petits cacahuètes, ils jettent les sachets partout. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ça pollue d'abord l'environnement. 1. 2. Vu qu'on est dans une circonstance, dans un pays où on a les taux de mortalité, de paludisme, et on est en pleine saison de pluie, déjà que quand on jette déjà les ordures, d'abord, ça bouche déjà les caniveaux, ça empêche l'irrigation des eaux pour que l'eau circule naturellement. Bon, les bouteilles plastiques, on jette sur la rue, c'est pas bien. Il y a des risques à long terme. Puisque normalement, chaque personne utilise ces plastiques-là, normalement, il va mettre à l'écart. Puisque c'est vrai, aux alentours de la rue, on n'a même pas l'autre dépotoir. On n'a même pas les corbeilles. Si on dit les corbeilles, c'est là où on jette la bouteille en plastique. Là. Il n'y a pas ça aussi. Mais voyez ça, puisque ça là, à chaque temps, si on jette la plastique, à long terme, ça entre au profond du sol. Et si on entre au profond du sol, ça dégrade même le sol aussi. Même on a besoin de planter des arbres, mais ça ne marche pas. Selon les rapports des Nations Unies, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont la moitié est conçue pour n'être utilisée qu'une seule fois. Avec moins de 10% de ces plastiques recyclés, les 11 millions de tonnes de plastique finissent dans les lacs, les fleuves ou les océans. La pollution de l'écosystème s'accentue. C'est pour sensibiliser le public aux problèmes environnementaux et encourager les actions collectives pour protéger la planète que cette journée a été instaurée par les Nations Unies en 1973. Le maire du 10e arrondissement, Mohamed Khalil Abdelkerim, a lancé ce jeudi un nouveau projet baptisé « Les Veilleurs », visant à sensibiliser la population sur les risques d'inondation et les dégâts liés aux fortes pluies en cette saison. Il invite chaque quartier à rejoindre cette initiative pour lutter ensemble contre ce phénomène. Écoutez-le. Les veilleurs, comme leur nom indique, sont des concitoyens volontaires habitant dans les quartiers et qui acceptent de collaborer directement avec la commune en nous informant en temps réel de certaines situations autour d'eux liées aux inondations. Ces situations sont entre autres les caniveaux bouchés,
les empêchements de certaines personnes de faire passer les canaux de drainage devant leur domicile, le début d'inondation d'une zone, l'effondrement d'une maison, le vandalisme des ouvrages de drainage et bien d'autres cas de sinistrés observés autour d'eux. L'objectif visé par la mise en place de ce concept est d'avoir les informations à temps afin de les résoudre immédiatement pour sauver nos populations. Nous voulons rappeler que la commune du 10e arrondissement est située dans une zone dont les risques d'inondation sont plus élevés car toutes les eaux de la ville transitent par là. Au vu de ces risques et compte tenu de l'immensité de la commune, la contribution de la population dans la lutte contre les inondations est vivement attendue. C'est pourquoi nous lançons à partir de ce jour une nouvelle stratégie de lutte dénommée les veilleurs de la commune. Nous invitons à cet effet toute personne désireuse de faire partie des veilleurs, de s'approcher du secrétariat général de la commune pour s'inscrire et recevoir les consignes pratiques. Nous comptons avoir au minimum 2 veilleurs dans chaque carré qui compose les quartiers, ensemble pour une commune épargnée des inondations cette année. L'ancien bureau exécutif de l'Union nationale des commerçants du mouvement patriotique du salut, entendez UNC-MPS, a cédé sa place à une nouvelle équipe lors d'une cérémonie le 4 juin, en présence de la 3e adjointe au secrétaire général du MPS, Amina Emir Tourna. Le compte-rendu de Pafing Dioré au maire. Mahamad Saleh Abdou Jalil prend la relève de Abakar Tahir Moussa, président sortant après 28 ans de règne au trône de l'Union nationale des commerçants du mouvement patriotique du salut, UNC-MPS. Il a estimé positif le bilan des activités de l'équipe précédente pour ensuite fixer le nouveau exécutif sur les missions à lui assignées. Sous sa conduite, l'INC n'a pas seulement résisté aux épreuves, elle a progressé, elle s'est affirmée. Le bilan qu'il nous laisse est honorable et solide. Comme le disait Confucius, transmettre, ce n'est pas répéter, c'est faire fructifier. Nous ferons donc fructifier l'héritage de l'équipe sortante avec pédagogie, méthode et rigueur. Désigné arbitre pour officier cette cérémonie de passation de charges, la secrétaire générale 3e adjointe du MPS, Amina Emir Tourna, a indiqué que la refondation et l'engagement politique de ce parti interpellent l'UNC. Votre implication citoyenne est indéniable dans la vie économique, sociale et financière du pays. Chers camarades commerçantes et commerçants du MPS, votre noble métier vous place en première ligne sur le champ de bataille économique et financier, tant face à vos partenaires extérieurs, à vos clients nationaux et aux institutions de l'État. C'est sous cette perspective que nous percevons l'immense défi auquel fait face nos vaillants commerçantes et commerçants qui, chaque jour, du lever au coucher du soleil, veillent à ce que les Tchadiens ne manquent pas de produits de toute nature sur les différentes places du marché à travers le pays. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Aziz Mahamad Saleh, invité d'honneur, a été aux côtés de l'UNC pour donner des orientations. Pour lui, comme les prochaines échéances électorales se préparent dès maintenant, il appelle l'UNC à tenir ses promesses d'ores et déjà. La direction de la manufacture d'équipements et des maroquineries, j'y arrive, de N'Djamena a présenté le 5 juin des équipements militaires saisis chez des commerçants, une pratique dénoncée par le chef d'état-major particulier à la présidence, le général Ramadan Erdehou, qui a qualifié d'inacceptable. Yacoub Abdallah Maouloud nous éclaire.
Après 45 jours d'enquête et de descentes mani militari dans certains lieux, la commission mixte chargée de lutter contre la vente illicite d'équipements militaires a pris la main des contrevenants dans les sacs. Pas moins de 74 000 colis contenant des divers articles militaires ont été interceptés. Une saisie record qui met en lumière l'ampleur d'un marché parallèle devenu inquiétant pour les autorités. Parmi les équipements saisis, on y trouve des drones militaires, des insignes étrangers, des tenues complètes ainsi que des grades d'officiers et de généraux. Des objets sensibles pouvant servir à des actes de falsification, d'espionnage ou encore des infiltrations et usurpations d'identité. Face à la presse, le général Mohamed Mchi Oremi, directeur général de la MANEM, a rappelé avec fermeté que toutes les forces de défense et de sécurité sont tenues d'approvisionner exclusivement auprès de son institution. C'est des effets militaires qui ont été emportés par des commerçants. La direction du MANEM avec la direction de répression ont saisi tous ces colis que vous le voyez. Sur des milliers, on ne peut pas les estimer à tel nombre. Tous les effets militaires, à toutes les grandes formations, que la MANEM dispose de tout ce qu'il faut comme les habits militaires. Tout ce qu'il faut, des pieds jusqu'à la tête. On en a tout ça. Chaque militaire doit passer absolument par la MANEM pour payer ses effets avec sa carte militaire. De son côté, le général Ramadan Erdoubou, chef d'état-major particulier à la présidence, a durement condamné ces trafics, mettant en garde quiconque s'y livrait contre des sanctions exemplaires. Je lance l'appel solennel aux commerçants, ou bien n'importe qui, les gens qui amènent des tenues ici au Tchad, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter, il n'a qu'à faire un autre commerce. Au lieu de tenir là, il y a commerce partout. Ça n'a pas l'appel, les gens amènent un tenue dans la ville et nous créons l'insécurité dans la ville ou bien du pays d'une manière générale. Je l'appelle, il n'a qu'à aller vers le commerce, un autre commerce au lieu de tenir. Alors que ce phénomène prend de l'ampleur, l'État doit renforcer les contrôles et la vigilance. Mais la question reste posée, ces mesures seront-elles suffisantes pour démanteler durablement ces réseaux clandestins? Un jeune originaire du Kanem, Béchir Adam Moussa, c'est son nom, s'est lancé dans la fabrication des lits picots, un métier peu connu mais source de revenus pour lui. Grâce à sa passion, il a su transformer sa vie et encourage d'autres jeunes à suivre cette voie. Un reportage de Jimé Toydom. Dans un métier où peu de jeunes s'y intéressent, Béchir, un jeune homme d'une vingtaine d'années, tire ses sources de revenus. Le tissage des lits picots, un art, une passion pour ces jeunes Tchadiens originaires du Kanem. Ce métier, il l'a adopté. Il l'a façonné à son image. Très vite, il a commencé à créer ses propres motifs, à se faire un nom. Dans les marchés et les quartiers, on commence à parler de Béchir, le tisseur. En tant que jeune, il ne faut pas rester bras croisés. Il faut se débrouiller pour gagner son pain. Si tu arrives à faire 2 lits par exemple, tu as un bénéfice de 3 000 francs. Donc je trouve pas mal. Mieux de travailler dur que de rester à la maison. En 2021, tandis que d'autres jeunes revenaient d'ailleurs, passaient leur journée à chercher des petits boulots, Béchir, lui, restait là, immobile, attentif. Jour après jour, il venait observer la fabrication de lits picots. Il ne posait pas de questions, il regardait. Peu à peu, il apprenait. Ce qui n'est au début qu'une simple curiosité est devenu une passion, puis un métier, et enfin une vocation. Le lit picot n'est pas un simple tissu. Il est tissé à la main avec méthode et tradition. Il demande du temps, de la patience et un amour profond pour les détails. Les années passent, les fils continuent à se dérouler. La vie de Béchir se transforme. Ce n'est plus un jeune observateur d'hier, il devient un pilier. Nous sommes arrivés à N'Djamena pour se débrouiller. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on s'en sort bien avec cette activité. C'est vrai, nous rencontrons des difficultés. Par exemple, la mairie nous dérange trop. Avec les économies de son art, il entreprend un projet qui pour beaucoup reste inaccessible. Il construit sa maison. Aujourd'hui, il est chef de famille, maître de sa maison et toujours fidèle à son métier.
Dans plusieurs quartiers du N'Djamena, les célibataires rencontrent des difficultés pour se loger. Leur statut, souvent perçu comme un manque de sérieux par les propriétaires, est parfois considéré comme une discrimination par ces derniers. Dicol Dingam Grace est allé à la rencontre de ces derniers. Le droit au logement est un droit fondamental à valeur constitutionnelle visant à garantir un toit à chaque individu. Il est reconnu par divers textes internationaux et constitutions nationales. Cette réalité semble plus ou moins bafouée en N'Djamena. Les locataires subissent souvent les dictats des bailleurs qui exigent des conditions à remplir sans pièces afférentes. Yankima Diberti a erré de concession en concession sans avoir de maison à louer. Il en a dû trouver au terme de sa divagation et raconte sa mésaventure. Les bailleurs maintenant ne nous donnent pas de considération. Quand tu viens pour louer la maison, tu te présentes devant un bailleur, tu lui dis que voilà, tu veux la maison à louer. Il va te dire que certes, il y a une maison à louer, mais dans sa cour-là, il n'aime pas que les célibataires viennent louer chez lui. Bon, si seulement il se met à notre place, nous qui venons de la province, tu quittes la province, tu arrives ici à N'Djamena, tu dois te chercher, tu n'as pas où habiter. Voilà, avec tes petites activités que tu exerces, tu trouves un peu de moyens, tu viens pour louer, on te dit qu'il n'y a pas de maison à louer. Des arguments que la plupart des propriétaires de loyers balayent du revers de main, ils préfèrent louer aux mariés qu'aux célibataires ou faire le choix de leurs locataires. Black Sungi Nilum, bailleur au quartier Gassi dans la commune du 7e arrondissement, se souvient du trouble perpétré par les locataires célibataires. De toutes les manières, il faut dire que les maisons, le plus souvent quand ils sont pris par les célibataires, il y a un certain nombre de principes à respecter. La plupart, il y a des exigences de retour à la maison, la propriété à assurer et aussi le caractère social à tenir aussi avec les gens qui habitent la maison. Maître Hissène Garo, en tant que propriétaire de logement, avance dans le sens que le prédécesseur. Lorsque c'est un célibataire ou bien une célibataire qui loue une maison et on voit plusieurs partenaires venir entrer et sortir, c'est là où se trouve le vrai problème. Parce que, dites-vous bien, il loue chez quelqu'un et cette personne a aussi peut-être des locataires. Les colocataires, ils ont des enfants, donc des filles comme des garçons. Et ce que reflète la vie de ce célibataire avec plusieurs partenaires peut constituer un danger pour les enfants qui vivent et qui voient ce qui se passe dans cette maison. Ce vacarme autour du loyer au Tchad démontre que le secteur souffre de l'application des textes réglementaires. Ce secteur soit réglementé pour que les célibataires, faute d'avoir un cadre juridique spécifique fixant les deux parties dans leurs obligations, certains propriétaires continuent de chasser les locataires sans prévention, spéculer le prix de loyer à leur guise. On passe du droit naturel à une forme de violence inouïe. Une intervention législative et judiciaire est exigée pour garantir l'égalité d'accès au logement à personne, quelle que soit sa situation matrimoniale. Merci à Grace pour ces précisions. Enfin, sur la scène internationale, Donald Trump a annoncé une interdiction de voyager vers les États-Unis pour 12 pays. En Côte d'Ivoire, 4 figures de l'opposition ont été exclues de la liste électorale, tandis que l'Europe envoie des diplomates en République démocratique du Congo pour répondre aux besoins des populations touchées par les conflits. Assiam Kandiara. L'entrée aux États-Unis de certains ressortissants étrangers renouant avec le travel ban mis en place durant son premier mandat est interdite. Une décision du président américain Donald Trump prise mercredi 4 juin qui concerne 12 pays tels que l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Cette décision est motivé par des préoccupations de sécurité selon Trump, qui souhaite protéger les États-Unis contre les menaces potentielles. Il cite également le taux de ressortissants des pays concernés demeurant aux États-Unis après l'expiration de leur titre de séjour, comme l'auteur de l'attaque de Boulder dans le Colorado. En Côte d'Ivoire, 4 figures de l'opposition ne pourront pas être candidates à l'élection présidentielle d'octobre. Elles ont été exclues de la liste électorale définitive publiée mercredi 4 juin. Tidjane Thiam,
l'ex-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été radié en avril après une décision de justice remettant en cause sa nationalité ivoirienne. Comme lui, l'ex-président Laurent Gbagbo, son plus proche Charles Blé Goudé et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, désormais en exil, ne sont pas de la liste depuis plusieurs années en raison de condamnations judiciaires et n'ont pas été réintégrés. Et puis, l'Europe qui manifeste sa solidarité en envoyant plusieurs de ses plus hauts diplomates en République démocratique du Congo en soutien aux autorités locales afin de répondre aux besoins urgents des populations affectées par le conflit. Les moyens de répondre aux urgences humanitaires, sécuritaires et infrastructurelles auxquelles la province du Nord, Kivu-Est, est confrontée, des sujets qui ont été abordés. L'Union européenne a profité de cette occasion pour annoncer le lancement des projets visant à renforcer la paix et la cohésion sociale au Nord Kivu. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres sur Tchad 24. Je vous retrouve demain.